OK. Bonjour tout le monde, on va donc commencer. Avant tout, merci pour ceux qui sont déjà connectés. Je vous souhaite la bienvenue pour cette séance de cours. Je tiens tout simplement à faire un petit rappel avant tout, vu l'avancement de notre séance de cours ou bien de nos séances de cours. Pour ceux qui viennent juste de nous rejoindre, soyez les bienvenus dans cette formation. Ce que nous avons vu jusque-là, nous avons, dans un premier temps, j'ai donc présenté un peu l'unité d'études, c'est-à-dire de cette lieu, de la formation, comment ça va se passer, etc., sur la première séance, ce que nous avons fait. Ensuite, la deuxième séance de cours, on a donc introduit le sujet, une grande introduction sur ce que c'est que la géographie, quelles sont les personnes derrière cette discipline qui, dans un premier temps, a été acceptée à l'université, puis par la suite enseignée dans les salles de classe et jusqu'à nos pratiques pédagogiques. Dans un troisième temps, ce que nous avons fait, nous avons vu tout simplement, nous avons parlé tout simplement de la Terre comme étant une planète en mouvement. C'est ce que nous avons vu hier. On a parlé tout simplement des différentes planètes qui existent, de la liste des planètes qui a également changé avec les études scientifiques qui se sont donc avancées. Et puis après, vous avez donc le premier devoir qu'il faudra commencer à réfléchir dessus avec la consigne qui est déjà mise, mais que vous le verrez par la suite. Voilà la première activité. Et aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est voir tout simplement l'importance de l'eau, c'est-à-dire l'eau ou bien l'hydrologie comme étant une des sources de vie sur Terre. Okay, donc, nous avons fait un peu au départ une présentation générale. Nous avons vu ce qui existe au-dessus de nous. Et ensuite, progressivement, comme je vous ai dit dans le cours, on va revenir sur l'espace terrestre. Et aujourd'hui, on va commencer tout simplement avec l'eau. Et comme nous avons déjà dit précédemment dans le cours, que c'est du fait de l'existence de l'eau qui, dans cette planète Terre sur laquelle nous vivons, possède en fait un pourcentage un chiffre de, si vous voulez, 70% d'eau qui recouvre cette surface dans laquelle nous vivons, qui fait que la vie est donc apparue et que la vie a existé jusqu'à de nos jours. Okay? Donc, le thème d'aujourd'hui, ce que nous allons voir dans ce cours, c'est parler tout simplement de cette mécanisation, altération de part de masse et de dénivellation. Qu'est-ce que l'eau fait? Pourquoi est-ce que l'eau est important dans notre vie? Et pourquoi également l'eau existe et quels sont en fait les différents phénomènes naturels dont l'eau permet les différentes transformations. Okay? Nous savons très bien que du moment où l'eau existe dans un endroit, il y a bien sûr la vie, mais l'eau permet également de transformer certaines choses. Okay? Donc, l'eau participe tout simplement à ces différentes activités qui existent et c'est ce que nous allons voir un peu dans les détails ou bien dans cette séance de cours. Est-ce que c'est clair pour tout le monde sur l'objectif ou bien ce qu'on va voir à travers cette yeux? Parler un peu de l'importance de cet élément naturel qui est donc l'eau. C'est bon, vous voyez où est-ce qu'on va aller ensemble? Oui. Ok, d'accord. Donc, je vais tout de suite commencer. Donc, dans une petite introduction sur l'eau, agent d'altération des roches. Donc, avant tout, qu'est-ce que c'est que l'altération? Okay, donc, c'est un phénomène naturel tout simplement. Lorsqu'on parle de l'altération, ça concerne directement l'eau, qui est cette source de vie. Donc, lorsqu'on parle de l'altération, c'est une modification des propriétés physiochimiques, hein, tout ce qui est physique, tout ce qui est chimique, des matériaux. Et donc, des roches, par des agents atmosphériques, par des eaux souterraines et des eaux thermales. Et elle dépend plus particulièrement du climat. S'il y a transformation, ça veut dire que ça joue au niveau des climats. Ça participe aussi tout ce qui est question de température et ça participe aussi tout ce qui est de la nature des roches et leur degré de fracturation. Elle a également pour effet de rendre les roches moins cohérentes, ce qui facilite leur désintégration. Okay? Lorsqu'on parle de l'altération, c'est donc ça, c'est cette modification tout simplement. C'est ce phénomène naturel qui va permettre tout simplement à l'eau de pouvoir transformer tout ce qu'on voit autour de nous.
Okay? Comme un exemple tout simple. Lorsqu'on coupe un tronc d'arbre, vous allez voir le tronc d'arbre va être détruit, bien sûr, elle a été tronçonnée. Comment dire, la partie qui reste avec les racines, sous l'effet de l'eau, sous l'effet de la chaleur, sous l'effet des climats, elle va finir par se transformer, puis partir tout simplement, disparaître de la surface de la Terre. Pourquoi? C'est parce qu'il y a l'eau. C'est parce que l'eau a dans un premier temps transformé, et avec tous les phénomènes naturels qui existent autour, la température, le climat, les différents ensoleillements avec la chaleur, ça va faire que par la suite, ce corps qui, à un moment donné, était en vie, va périr, puis va disparaître. Et c'est ce que fait l'eau. Pourquoi on parle de l'eau? Parce que l'eau, tout simplement, est donc une des sources importantes de la vie. Donc, au cours de l'altération, qu'est-ce qui se passe? Deux choses, tout simplement, vont donc se passer lorsqu'on parle de l'altération. Retenez tout simplement que lorsqu'on parle de l'altération, c'est un phénomène naturel qui transforme, tout simplement, les corps. Okay? L'altération, si vous voulez, c'est la transformation ou bien la modification. Donc, il y a deux mécanismes qui vont donc se passer du moment où on parle de cette transformation. Premièrement, il y a le processus physique ou mécanique avec des intégrations des roches ou enlèvement des débris par un fluide, de la distinction entre les érosions fluviales, fluvitiles, glaciaires, marines. Les actions purement mécaniques produisent des fragments qui sont à l'origine des roches détrictiques. Okay? Donc, lorsqu'on parle de l'altération, lorsqu'on parle de ce changement, il existe en fait deux types de mécanismes, deux choses qui vont donc se passer. Okay? Lorsqu'il y a transformation, il y a deux choses. Premièrement, c'est le processus physique ou mécanique de désintégration. Tout ce qui est physique, tout ce qui est mécanique, ça veut dire qu'il suit un système, va être transformé, va être modifié. Voilà la première des choses. Deuxième des choses, c'est donc le processus chimique qui va donc se passer. Okay? Je vous ai parlé du tronc d'arbre. Dans un premier temps, elle va vivre, on va le couper, puis par la suite, avec l'action d'altération, elle va se transformer, elle va se réduire. Okay? Puis par la suite, elle va donc disparaître. Et s'il y a un grain à côté, elle va repousser, elle va suivre le même phénomène naturel, etc., etc. Et donc, c'est donc tout simplement un cycle de vie qui se donc met en place. Okay? Donc, on retient première des choses. Lorsqu'on parle de l'altération, lorsqu'on parle de modification, on a deux processus, ou bien deux mécanismes, deux phénomènes qui vont donc se mettre en place. Premièrement, il y a un processus physique et mécanique qui vont jouer. Et deuxième des choses, c'est le processus chimique qui va donc transformer. Jusque-là, est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions, des réactions? Monsieur, tu peux revenir sur l'explication des deux types de mécanismes d'altération? Okay. Lorsqu'on parle de l'altération, retenez tout simplement qu'il y a deux choses, deux phénomènes naturels qui vont donc se passer. Okay? S'il y a transformation d'un objet, transformation des corps, il y a deux choses qui vont donc se passer. Premièrement, la première chose, c'est donc le processus physique et mécanique. C'est-à-dire tout simplement que tout ce qui est à l'état physique, tout ce qui suit un système, la mécanisation, va être modifié. Voilà la première des choses. Deuxième des choses, c'est un processus chimique qui va donc avoir lieu. Okay? Parce qu'il y a transformation, parce qu'il y a étape de changement, la chimie va donc rentrer dedans. Cette transformation va se produire grâce tout simplement à l'eau. L'eau va partir, va s'évaporer. Le produit va donc s'achasser, pardon. Elle va devenir sec. Et du moment où il devient sec, il se détruit tout simplement. Il se casse. Okay? Si on prend par exemple l'exemple d'un bloc de pierre, d'une bloc de pierre, du moment où vous le laissez au soleil, elle va se transformer parce qu'il y a la chaleur, parce qu'il y a le climat et parce qu'il y a l'eau également qui rentre. Du moment où il y a un petit paroi, l'eau rentre dedans. Donc, elle va casser ce corps. Vous voyez? Donc, du moment où l'eau entre à l'intérieur, elle va détruire ce système qui existe. Et avec l'eau qui est à l'intérieur, elle va tout simplement
modifié. Donc, on va parler de processus chimique. Et petit à petit, ce bloc va se réduire en poussière, puis disparaître. Et ainsi de suite, il y a un phénomène qui va donc avoir lieu. OK? Est-ce que c'est clair, cette partie? Oui. Ça va, je peux continuer? Oui. Les autres, ça va, vous nous suivez? Oui. OK. Vous m'arrêtez s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Donc, pour cette partie, là, on est juste sur la partie introduction, mais on va voir les détails par la suite, mais c'est bien déjà du moment où on s'intéresse sur cette partie. Dans ce contenu du cours, dans cette séance de cours, je vais voir tout simplement 4 différentes parties. Première des choses, l'eau qui participe à une désintégration mécanique des roches, c'est-à-dire l'eau qui permet une transformation, qui permet tout simplement un changement de système. Deuxième des choses qu'on va voir, c'est l'eau, un agent chimique d'altération. Du moment où l'eau pénètre à l'intérieur d'un corps, elle va le détruire. C'est un peu comme une acide. Et on va voir sa composition dans cette partie. Ensuite, troisième des choses que je vais voir avec vous aujourd'hui, les facteurs contrôlant l'altération. Il y a certains corps, ils vont se dilater, ils vont se détruire, ils vont se transformer rapidement, comme par exemple les corps naturels. Par contre, il y a certains qui vont un peu résister, comme si je prends par exemple l'exemple du fer. Vous voyez, le fer, même si on le plonge à l'intérieur de l'eau, ça va se détruire, mais pendant beaucoup plus longtemps. Alors que si on prend par exemple de la terre, si on le met à l'intérieur de l'eau, elle va finir par se dilater, se transformer et puis ne plus exister. Okay? Et troisième des choses, on va parler tout simplement de la formation du sol. Vous voyez, tout ce qu'on est en train de voir avec l'eau, elle va permettre en fait une transformation. Puis lorsque ces choses naturelles vont donc se transformer, à un moment donné, ils vont disparaître, puis se former à nouveau. Tout le cycle de vie, tout simplement, qui va donc se mettre progressivement en place. Okay? Les matières qui vont donc se décomposer, ils vont tomber sur Terre. On est tous d'accord. Puis par la suite, lorsqu'ils vont rentrer sur Terre, ben, ils vont subir des transformations, puis petit à petit, ils vont renaître quelque part. Et ainsi de suite, c'est donc simplement un cycle de vie qui se met progressivement en place. Ce qui fait tout simplement l'originalité de l'espace sur lequel on vit. Et c'est donc cette partie-là qu'on va essayer de parcourir dans cette séance de cours. Ça vous va jusque-là? Je peux avancer? Oui. OK. Donc, première des choses, l'eau participe à une désintégration mécanique des roches. OK, donc vous suivez avec moi sur le diapo. Les variations de température entraînent la dilatation ou la contraction des roches soumises à des variations de volume incessantes. Une roche fissure, c'est ce que je vous ai dit, puis s'éclate. Okay. Avec la température, imaginez un morceau de bloc de la roche, vous le mettez quelque part, du moment où elle va avoir, on va verser l'eau dessus, on va le tremper ou bien on va le mettre quelque part sur une forte lieu où il y a une forte température du soleil, okay, elle va se briser, puis elle va s'éclater. L'eau qui pénètre dans les fissures, puis gèle avec augmentation de volume, ajoute son effet. Les cristaux de glace s'accroissent perpendiculairement à la surface de la fente et augmentent son ouverture. L'eau qui gèle dans une fissure exerce une pression de 14 grammes par centimètre cube. La roche finit par éclater sous l'action de gel. C'est la cryofracturation. Ainsi, le grès de marbre, roche gélive, est utilisé comme amendement, était disposé en tas dans les champs en automne. On le retrouve pulvérisante à la fin de l'hiver, ce qui facilitait les épandages. Donc, cette partie, c'est un peu une explication, tout simplement. Si je reviens sur cette partie, la première des choses qu'il faudra donc retenir sur ceci, tout corps va donc se décomposer sous l'effet de l'eau et des températures. Okay? Tout corps va donc se
décomposer, va donc subir des transformations. Ensuite, l'eau qui participe à une désintégration mécanique des roches. Vous avez ici un exemple de ce que je vous ai raconté. Vous voyez, vous avez un bloc de pierre, au départ c'est solide, pas de fissure, mais sous l'effet de l'eau, sous l'effet de température, sous l'effet de l'ensoleillement, ce bloc compact, ce bloc solide, va à un moment donné se fissurer. Pourquoi? Parce que l'eau a pénétré à l'intérieur des parois et elle a brisé. Donc, ce grand bloc va devenir tout simplement de petites particules, puis par la suite de la poussière, puis par la suite retomber à l'intérieur de la Terre. Voilà donc première transformation, ou bien premier exemple de ce que nous sommes en train de voir. Est-ce que cet exemple vous dit quelque chose, ou bien est-ce que ça vous parle cet exemple? Est-ce que vous l'avez vu? Oui, monsieur. OK. Donc, je pense, si on regarde par exemple dans les différents milieux de vie dans lesquels on se trouve, on a ces phénomènes-là qui se passent de temps en temps et ça permet tout simplement de montrer en fait qu'il y a un cycle de vie qui se met en place. Donc, deuxièmement, l'eau est un agent chimique d'altération. De par ses propriétés et son abondance relative, l'eau se trouve à la base de toutes les altérations oxygène de roche. Les molécules d'eau sont réservées électriquement et se comportent comme des dipôles. Les propriétés de l'eau vis-à-vis des matériaux s'expliquent essentiellement par cette propriété pure. Elle se comporte comme un acide faible et des ions H+ libres qu'elle referme. Donc, l'idée que je voudrais que vous reteniez sur cette partie, si l'eau contribue au changement, c'est parce que l'eau est donc considérée tout simplement comme cette idée-là. Vous voyez mon curseur? Un acide faible. L'eau, c'est un élément naturel. On le consomme pour pouvoir être en vie. Mais c'est aussi un élément qu'on peut considérer tout simplement comme une acide, mais de très faible. Mais seulement, cet élément naturel peut transformer tout corps. Okay? Elle peut casser des blocs de pierre. Elle peut également détruire le fer, par exemple. Le fer qui, pour nous, c'est un corps qui est totalement compact, solide, dur. Mais sous l'effet de l'eau, on va voir tout simplement que si on met, par exemple, du fer, par exemple, dehors, faire une espèce qui reçoit de l'ensoleillement, des gouttes de pluie, etc., on va voir tout simplement que le fer va petit à petit rouiller. Pourquoi elle rouille? Tout simplement parce qu'il y a l'eau, parce qu'il y a cet acide naturel qui va le transformer. Elle va bien sûr perdurer pendant le temps, mais à un moment donné, elle va finir aussi par tout simplement disparaître sous l'effet. Tous ces effets naturels et également sous l'implication de l'eau. Donc, les réactions mettant en jeu la molécule d'eau sont de différents types et ont lieu essentiellement en climat humide. Si on range quelque chose à l'intérieur de la maison, là où il n'est pas humide, l'objet va rester compact, va garder son originalité. Mais du moment où on le met dans un espace où elle est humide, on va voir tout simplement que petit à petit, elle va donc transformer. Et je pense qu'on a tous expérimenté ceci. Les éléments solubles qui en consultent sont lessivés et les parties insolubles restent sur place, se combinent pour former de nouveaux matériaux, principalement des argiles. Et ces réactions, on a en tout 5 réactions qu'on va voir par la suite. Okay? Première réaction, c'est donc la dissolution. Du moment où cet acide pénètre à l'intérieur d'un corps qui est compact, première réaction qu'on va donc observer, c'est donc la dissolution. Qu'est-ce que la dissolution? La dissolution, est avant tout plus forte que la solubilité des minéraux est élevée. Les vulnérables étaient les minéraux des roches salines, exemple le sel, gène, potasse, gis, etc. Le sel, par exemple, okay? Du moment où vous le trempez dans l'eau, vous le secouez un peu,
Ça va partir, ça va disparaître. Pourquoi elle disparaît? C'est parce que l'eau, cet acide naturel, l'a transformé tout simplement. Donc, première idée, première réaction de l'eau, du moment où elle va transformer un corps, on va parler tout simplement de première réaction qui est donc la dissolution. Okay? Deuxième, un exemple de ceci. On va parler par exemple de lapidie. Lapidie, ce sont tout simplement ces exemples de roches qu'on va le trouver dans les hautes montagnes et des fois également aussi pour nous qui vivons sur les côtes, on peut également observer ces différents types de roches qui existent. Vous voyez les parois qui sont sur cette image. Mais ces parois ont été tous, ce n'est pas l'homme qui a pris par exemple un baramine et puis allait taper dessus, le casser. Non, c'est l'effet de l'eau. L'eau est entrée dans ces parois, elle a détruit et ça reste, ça donne en fait ces différentes images. Si on va s'aventurer par exemple dans nos côtes, là où il y a par exemple les rochers, ben on va voir tout simplement ces différents paysages, ces différentes transformations. Elle est transformée par quoi? Ben elle est transformée tout simplement par l'eau de mer ou bien de la pluie. Okay? L'eau de mer, elle est déjà acidifiée avec la salinité. Et l'eau qui est naturelle, mais qui est aussi une sorte d'acide, ben, ils vont transformer tous ces espaces. Ce n'est pas le travail de l'homme, mais c'est un travail qui est fait naturellement. Deuxième exemple que l'on peut observer, c'est également ces différentes parois aussi qu'on va trouver toujours sur les roches. Okay? Et là, vous avez un autre exemple d'un espace géographique qu'on va trouver dans certains des grands continents. Vous voyez encore une fois sur ces espaces, tous ces espaces, ce sont des creux. Ces creux ont été tout simplement laissés par l'eau. L'eau qui va donc couler vers le bas. Du moment où il arrive à un endroit où c'est un peu poreux, c'est un peu creux, mais il rentre à l'intérieur. Et du moment où il rentre à l'intérieur, sa composition va petit à petit transformer les différentes surfaces pour devenir en fait des espaces creux comme ceci. Okay? Par exemple, les chaînes sur les montagnes, par exemple, là où il y a des pierres, on ne va jamais voir que c'est tout plane. Okay? À chaque fois, il y aura toujours des espaces qui vont tout simplement être dénivelés, ou bien on va trouver des trous dessus, ou bien des écartements dessus. C'est à cause de quoi? C'est à cause tout simplement de l'eau, c'est à cause du climat, et c'est à cause tout simplement des phénomènes naturels qui se passent, qui fait qu'il y a à chaque fois des formations de ces espaces-là. Donc, une petite définition ici. Deuxième effet, lorsqu'on parle, donc, premier effet, c'est la solidification. Deuxième effet, c'est donc oxydation ou bien réduction. Qu'est-ce que c'est? Donc, les oxydations concernent surtout le fer, qui passe de l'état ferreux à l'état ferrique. Okay? Vous avez là la formule tout simplement de cette décomposition. Je ne vais pas revenir dessus parce que ça ne va pas être très intéressant qu'on retienne toute cette formule. Mais, comme je vous ai dit, même un corps qui est donc solide, comme par exemple le fer, sous l'effet de l'eau, elle va donc se transformer. Okay? Et là, cet effet de transformation, on appelle tout simplement l'oxydation, bien réduction. Donc, les réductions sont plus rares. Elles se déroulent dans des milieux hydromorphes, c'est-à-dire saturés d'eau de façon permanente ou périodique et produisent en particulier du fer ferrique ou fer ferreux solide. Okay? Du fer, par exemple, du moment où le trempez, par exemple, dans l'eau, petit à petit, elle va se transformer parce que l'eau rentre à l'intérieur de ce bloc qui, au départ, était solide. Elle va le transformer, elle va l'acidifier. Et petit à petit, ce corps qui est normalement compact, qui est normalement solide, elle va donc tout simplement se briser. On va voir des petits blocs de fer, des petits blocs blocs de fer sur les parois qui vont petit à petit se gonfler, puis par la suite, ça va se briser. Donc, ça va devenir des ferreux solubles. Voilà donc pour le deuxième effet qui est donc oxydation ou bien réduction. Troisième effet, c'est donc l'hydratation. Qu'est-ce que c'est que l'hydratation?
Il s'agit de l'incorporation des molécules d'eau à certains minéraux peu hydratés. Elle produit un gonflement du minéraux et donc favorise la destruction des roches. C'est le cas de la chlorétisation ou de transformation de ferromagnésium, pyroxène, amphibole et serpentine, chlorite et bidyle. Donc ça, ce sont des noms scientifiques. Ce que nous, on veut savoir, on veut retenir, c'est deuxième effet de la réaction de l'eau. Troisième effet de cette réaction, c'est donc l'idée d'hydratation. Okay? L'eau qui rentre à l'intérieur des blocs qui sont donc solides, elle va les transformer, elle va les rendre un peu gonflables, puis par la suite, du moment où elles se gonflent, elles perdent de leur originalité, puis par la suite vont donc se briser. Un exemple tout bête. Par exemple, dans nos maisons, on met souvent un plafond. Okay? On a placé les tôles par-dessus. Si jamais on a vissé les tôles ou bien on a cloué les tôles et qu'il y a une petite fissure, l'eau normalement pénètre à l'intérieur de cette fissure et tombe dans le plafond en carton, si vous voulez. Puis par la suite, vous allez voir tout simplement que ce matériel va donc gonfler. Et du moment où il gonfle, petit à petit, elle va se détruire. Okay? C'est un peu le même effet. C'est l'effet de l'hydratation. Du moment où il est dans un milieu sec, il est nickel. Il ne bouge pas, il ne se transforme pas. Mais du moment où il y a l'eau qui rentre à l'intérieur, cette matière va donc se décomposer, tout simplement. Puis par la suite, elle va perdre de sa qualité originale. Et vous avez encore une fois sur ce diapo, là, en fait, la formule scientifique que je vous remets ici, mais je remets quand même pour ceux qui veulent retenir des formules scientifiques pour cette partie. Okay? Lorsqu'on parle de l'hydratation, toutes ces réactions, à chaque fois, sont expliquées scientifiquement. Donc, c'est à travers ces différents calculs qui sont donc faits. Donc, troisième effet, tout simplement, de transformation de l'eau qu'il faut donc retenir, c'est donc l'hydratation. Quatrième effet, c'est donc la décarbonisation. Elle produit la solidisation des calcaires et les dolmens sous l'action du CO2 dissous dans l'eau. Okay? Des espaces comme par exemple dans la nature, on va trouver souvent des espaces qui sont dans le calcaire. Okay? C'est un peu de la terre qui est argileuse. Du moment où il y a de forts soleils, on va voir tout simplement que cet espace est compact, solide. Mais du moment où il y a la pluie, cet espace va se transformer. Il y a l'eau qui va donc rentrer, elle va décarboniser tout simplement cet espace, puis par la suite, elle va devenir mou. Et sous l'effet de fortes pluies, par exemple, tout cet espace va petit à petit disparaître sous le phénomène de l'érosion. Okay? Donc, s'il y a ces phénomènes, c'est parce qu'à un moment donné, il y a la décarbonisation tout simplement de ces espaces. Donc, il en résulte des paysages particuliers associés aux régions calcaires. C'est le cas, par exemple, des reliefs karstiques, dans l'exemple que je vous montre ici. Voilà des exemples que l'on peut trouver dans nos différents environnements de vue, par exemple ici à Vanuatu. Dans les espaces qui sont un peu comme sur le premier image, pardon, si on a retiré, s'il y a un phénomène de déforestation qui a eu lieu, par exemple, s'il y a eu lieu en abrupt, c'est-à-dire en pointe comme ceci, rien ne peut retenir tout simplement cet espace. Du moment où l'eau rentre sur cet espace un peu calcaire, hein, un peu sablonné si vous voulez, cet espace va petit à petit se détruire. Et on peut voir dans certains de nos paysages des endroits qui sont un peu en creux comme ceci, avec de la végétation qui disparaît et des espaces un peu en creux. Et quel est l'élément naturel qui a donc produit ceci? C'est tout simplement l'eau. Dans des espaces où, par exemple, dans les cocoteraies, dans les plantations de cocotiers, c'est un peu le résultat aussi des choses qu'on peut retrouver. Du moment où c'est sur un espace qui n'est pas plat, mais qui est en pente, sur des endroits aussi, des fois,
plate, du moment où on a un espace qui est calcaire, ben avec le phénomène de l'eau, elle va rentrer dans ces espaces, puis petit à petit, elle va donc tout simplement transformer, et par la suite, sur ces différents espaces, on va trouver tout simplement des endroits creux où on va trouver, lorsqu'il y a de fortes pluies, eh bien, ces endroits, ces espaces vont tout simplement être remplis de l'eau. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là sur les 3 premiers effets, les 4 premiers effets des réactions de l'eau sur les différents espaces qui sont autour de nous? Est-ce qu'il y a des questions? Ou bien ça va, vous arrivez à me suivre jusque-là? Je prends ce silence comme l'idée de validation que vous arrivez à me suivre, que c'est clair jusque-là. Oui, c'est bon, je peux continuer? Oui, monsieur, vous pouvez continuer. OK, merci. Autre effet de l'eau, c'est donc l'effet de hydrolyse. Okay? Elle est définie comme étant la dissolution d'un édifice moléculaire complexe en un édifice moléculaire plus simple sous l'influence de l'eau. Les hydrolyses constituent les principales réactions d'altération. Elles peuvent être totales lorsque le minéral ESC détruit en plus petits composés possibles, donc hydroxyde, ion, en partiel lorsque la dégradation est complète et donc directement des composés argileux. OK. Après, par la suite, ceci, vous avez la formule scientifique. Mais moi, je vais aller directement parce que la formule scientifique, je donne quand même, pour ceux qui sont intéressés pour retenir ceci. Mais moi, l'idée qui m'intéresse, c'est plus cet effet, cette réaction dont l'eau contribue. Donc, lorsqu'on parlait de l'hydrolyse, un exemple simple que l'on peut retenir, c'est donc l'exemple du savon. Vous voyez, le savon, c'est un corps qui est solide. Okay? Du moment où elle est sur un espace qui est sec. Mais du moment où vous le trempez dans l'eau, du moment où vous l'utilisez, par exemple, pour laver le linge, petit à petit, parce que l'eau va donc rentrer à l'intérieur, parce que l'eau va le transformer, ben, elle va donc tout simplement subir cet effet d'hydrolyse, c'est-à-dire qu'elle va petit à petit, sous l'effet de l'eau, disparaître et perdre de son originalité. Donc, 5 idées à retenir, 5 réactions de l'eau qu'il faudra donc retenir. Premièrement, c'est donc l'idée de dissolution. Pensez au sucre, pensez au sel, pensez aux terres sablonneuses. Non pas aux terres sablonnées, mais pensez plutôt à l'exemple du sel et également du sucre, okay? C'est-à-dire des solutions qui peuvent se dissoudre facilement sous l'effet de l'eau. Et deuxième idée qu'il faut donc retenir, deuxième réaction de l'eau, c'est donc oxydation. On va penser ici au fer, avec l'hydratation. Okay? L'eau qui rentre, qui va donc gonfler le corps. Okay? Et petit à petit, au moment où il se gonfle, il va perdre tout simplement petit à petit, il va perdre tout simplement de son originalité. Quatrième idée de l'effet de l'eau, c'est donc l'idée de décarbonisation. Par exemple, les sols. Et troisièmement, c'est le phénomène d'hydrolyse. Un corps qui est solide, sous l'effet de l'eau, elle va petit à petit disparaître. Et vous avez l'exemple tout simplement du savon. Voici donc les 5 réactions que fait l'eau du moment où elle est, du moment où l'eau est donc en contact avec des corps qui sont donc solides. Est-ce qu'il y a des questions sur les différentes réactions de l'eau? Ou bien est-ce que c'est clair pour tout le monde avec les exemples qu'on a donc cités? C'est bon, vous arrivez à me suivre pour les réactions de l'eau?
C'est bon, je peux continuer? Oui, monsieur, vous pouvez continuer. Pour le moment, ça va. Surtout Ok. avec ce que vous passez aussi. Ok, merci. Donc, si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à m'interrompre et puis on va revenir dessus. Donc, je continue sur la suite de ceci. Donc, en troisième partie, les facteurs contrôlant l'altération. Comme je vous ai dit, bien sûr, l'eau peut transformer un corps qui est donc solide. Mais il y a des corps aussi qui peuvent résister, qui peuvent montrer une certaine résistance. Donc, c'est ce que nous allons un peu parcourir sur cette partie. Donc, lorsqu'on parle des facteurs contrôlant l'altération, on va parler ici de la résistance des minéraux à l'altération, c'est-à-dire des minéraux qui montrent quand même qu'ils peuvent permettre à ce que ce phénomène d'altération n'ait pas lieu. Pas qu'il n'y ait pas lieu, mais ça va prendre beaucoup plus de temps pour pouvoir se réaliser, pour pouvoir être complète. Donc, l'énergie de liaison entre les différents atomes est variable selon les espèces concernées. Okay? Donc, première des choses qu'il faut savoir, c'est que tous nos corps sont donc composés d'atomes. Tous les corps solides sont également composés d'atomes. Okay? Du moment où les atomes sont beaucoup plus résistants, ça veut dire que ça va donner en fait beaucoup plus de temps pour que l'eau puisse les transformer. Du moment où les atomes sont faibles, mais du moment où l'eau rentre dedans, ça va finir tout simplement, ça va se transformer d'une manière beaucoup plus vite. Du moment où les atomes sont donc solides, sont donc résistants, elles vont permettre de pouvoir contrôler ceci. Donc, les facteurs externes contrôlant l'hydrolyse, ce sont avant tout les paramètres qui permettent de définir le climat. Okay? Donc, pour permettre qu'il y ait changement, pour permettre qu'il y ait transformation, il y a trois choses qu'il faut retenir. Premièrement, c'est donc la disponibilité de l'eau. Okay? De ce fait, la réaction d'hydrolyse, par exemple, sera moindre sous l'influence du climat. Si l'eau ne touche pas un produit, un corps, elle ne va pas transformer, elle va rester intacte. Mais du moment où l'eau est donc en contact avec cet élément naturel, ou bien inventé par l'homme, elle va petit à petit perdre son originalité. Okay? Et cette idée, je pense que tout le monde est d'accord avec moi là-dessus. Du moment où, par exemple, vous gardez une feuille, tout simple, du moment où la feuille, elle n'est pas en contact avec l'eau, elle va rester intacte. Mais du moment où l'eau touche sa surface, elle va finir par se transformer. Okay? Donc, première idée, s'il y a transformation, c'est parce qu'il y a la disponibilité de l'eau. C'est parce que l'eau est là, l'eau est présente. Deuxième idée, c'est donc la température. Dont la valeur régit la vitesse des réactions ainsi que la possibilité de dissolution des ions de l'eau. Ainsi, les réactions d'hydrolyse seront intenses et rapides sous climat tropical. La température aussi joue quelque chose de très important. Et nous vivons dans un milieu où on va donc expérimenter ceci fortement parce qu'on vit en fait dans un milieu qui est donc entre les tropiques, où la température est souvent très humide. Okay? Donc, ces phénomènes de transformation, on va donc tout simplement les observer à travers les différents corps ou bien les éléments naturels qui se trouvent autour de nous. Okay? Et en deuxième partie, c'est donc tout simplement le pH qui est donc déterminé en particulier par la présence des acides organiques. Okay? Le pH, c'est tout simplement les acides qui se trouvent à l'intérieur des différents corps. Du moment où un corps est donc déjà acidifié, du moment où l'eau rentre dedans, du moment où elle est sur une bonne température, elle se détruit fortement, vitement. Je prends un exemple tout simple, les oranges par exemple. Okay? Les oranges qu'on a dans nos jardins. Les oranges, c'est parce qu'il y a déjà à l'intérieur une forte acidité. Du moment où l'eau rentre à l'intérieur, elle va contribuer fortement à détruire cette orange en l'espace de 2-3 jours. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà de l'acide dedans. Et ajouter avec de l'acide qui découle de l'eau, qui est cet élément naturel,
mais la transformation, elle va être complète dans l'espace de quelques jours. D'où l'idée de pH simplement. Est-ce que pour ces trois idées, est-ce que c'est clair pour tout le monde jusque-là? Okay? Donc, trois choses qui permettent tout simplement de pouvoir contrôler. S'il n'y a pas d'eau, il n'y aura pas de transformation. On est tous d'accord. Du moment où il y a l'eau, ben, la transformation va venir. Du moment que la température contribue, ben, ça va être beaucoup plus vite, la transformation. Et du moment qu'il y a un pH à l'intérieur de ce corps, automatiquement, ce sera beaucoup plus rapide. On peut aussi citer le temps de contact, la concentration, le drainage et la granulométrie, tout simplement, de ce corps. Est-ce que pour ces trois idées, est-ce que c'est clair jusque-là? Okay? Ici, on parle des éléments qui peuvent résister, des corps en fait qui peuvent résister. Tous les corps peuvent résister tout simplement, peuvent ne pas se transformer. Mais du moment où il y a l'eau, du moment où la température contribue, du moment où il y a le pH, ben, ça va se détruire. Okay? Donc, ça varie en fait. Si un corps est en contact avec de l'eau, elle peut être en contact. Si la température permet une vite transformation, ben, ça va se faire rapidement. Si ce corps a déjà un pH qui est élevé, automatiquement, ça va être beaucoup plus rapide. Donc, elle varie selon les différents corps qui existent. C'est bon, je peux continuer? Pas de questions jusque-là? Oui, ça va? Je veux juste un ou une pour confirmer si c'est bon pour tout le monde. Oui, monsieur, pour le moment, vos explications sont claires. Merci. OK. Voilà, je repose juste ma question à chaque fois pour m'assurer à ce que tout le monde me suit. Et puis, voilà. Et puis, on peut continuer tranquillement. Autre idée aussi que l'on peut retenir. Donc là, on est sur la partie 2. On a vu les facteurs externes qui peuvent contribuer au contrôle tout simplement de cette transformation. Et en 3, c'est donc l'altération qui est faite avec le climat. Okay? On a parlé de la température, on a parlé de la présence de l'eau et on a parlé du pH. C'est le taux d'acide qui se trouve à l'intérieur d'un corps. Okay? Troisième idée ici, c'est donc l'altération par le climat. Le climat aussi contribue tout simplement à la transformation des corps. Okay? Et comme je vous ai dit en avant, on vit dans un milieu qui est tropical, où il fait bon vivre bien sûr, mais que les corps ne peuvent pas résister parce qu'il y a cette humidité en permanence. Okay? Donc, on va observer tout simplement ces différents changements. Donc, il y a le climat également qui participe. Maintenant, il y a un climat qui est froid, il y a un climat qui est tempéré. Dans le climat, on va voir dans un premier temps l'exemple du climat froid. Dans le climat froid, l'altération mécanique, c'est-à-dire la transformation mécanique par le gel, joue le rôle majeur de décomposition chimique, est faible, mais peut être active quand il y a de la chaleur estivale. D'autre part, il se développe un processus d'éluviation, c'est-à-dire enchaînement des ions Al pour les complexes organiques qui conduit à un enrichissement du sol en silice. Donc, dans le milieu froid, on sait qu'il y a du gel, on sait qu'il y a le froid, on sait qu'il y a de la glace. Okay? Du moment où ce gel va donc recouvrir un espace, ça va se transformer, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. Par contre, du moment où il y a un peu de la chaleur, ben ça va vite, ça va empêcher, c'est pas que ça va empêcher, mais ça va faire en fait que ce phénomène de transformation va donc vite se passer. Ça va être beaucoup plus rapide, la transformation. Mais du moment où il y a le froid qui couvre, elle ne change pas parce qu'elle est emprisonnée à l'intérieur. Mais du moment où la chaleur change un peu, c'est-à-dire que cet espace qui est normalement rigide va donc va se décomposer. Et petit à petit, du moment où il se décompose, tout le corps qui est à l'intérieur
va se détruire également. Okay? Dans les climats tempérés, les facteurs d'altération sont très nombreux, mais leur puissance est donc faible. Donc, il y a une différence entre le milieu froid et le milieu tempéré. Le gel n'intervient que l'hiver et joue un rôle important en altitude. Okay? Dans les espaces qui sont donc au-delà des tropiques. Dans le milieu tropical, c'est beaucoup plus simple parce qu'il y a un fort ensoleillement, parce qu'il y a un climat aussi qui est propice et qui permet de vite constater ces différents changements. Dans les milieux hors des tropiques, le phénomène d'altération va être beaucoup plus différent, okay? Dépendant de l'espace sur lequel on vit. Donc, le gel n'intervient que l'hiver et joue un rôle important en altitude. Plus on monte dans l'altitude, plus ça va être froid. Okay? Donc, les transformations vont être beaucoup moins importantes que, par exemple, sur l'espace beaucoup plus plat. Donc, l'altération chimique joue un rôle important, surtout à l'intérieur du sol. En effet, on peut constater que les roches en relief ou en contact avec l'atmosphère restent très peu altérées. Exemple, les mégalithes de toute nature que l'on trouve en Bretagne ou bien dans le Massif central. Ça, c'est des milieux qui sont des milieux en hauteur. Et son impact après plusieurs millions d'années. Mais ces fortes résistances des roches de l'eau de pluie cessent si elles sont à l'état fractionné. Okay? Donc, du moment où on est en hauteur, du moment où c'est froid, ces phénomènes ne vont pas tout simplement, du moment où on est par exemple dans un milieu tempéré, ce facteur de changement, elle va prendre beaucoup plus de temps. Ce phénomène d'altération, elle va prendre beaucoup plus de temps. Okay? Parce qu'on est dans un milieu, tout simplement, où le climat est beaucoup plus faible par rapport au milieu, tout simplement, intertropical, par exemple. Est-ce que la différence entre ces deux milieux, pour le phénomène de transformation par le biais de l'eau, est-ce que c'est assez clair pour tout le monde? Okay? Donc, ce qu'il faut retenir, premièrement, le phénomène d'altération, de transformation dans le milieu tropical va être beaucoup plus important. Voilà où j'en veux venir. Dans le milieu tempéré ou bien dans le milieu froid, il va exister toujours un phénomène d'altération, mais elle ne va pas être de la même vitesse que du moment où on se trouve dans un milieu qui est intertropical. Est-ce que je me suis fait compris sur cette partie? Oui, c'est bon? Je veux juste une réaction de votre part. C'est bon, monsieur. OK, merci. Je vais donner un exemple tout simple. Si on regarde un peu dans la nature, ou bien dans certains endroits où, par exemple, il y a une compagnie étrangère qui vient construire. Je prends l'exemple de la Chine, qui est un de nos pays voisins qui vient souvent aider. Souvent, les compagnies chinoises arrivent avec du matériel qui est dessiné, qui est fabriqué spécialement pour leur milieu. Pour leur milieu. Ces matériaux de construction sont construits, sont pensés pour être utilisés dans leur milieu, c'est-à-dire hors les tropiques. Qu'est-ce qui se passe du moment où ils viennent utiliser ces matériaux chez nous? Je vous laisse un peu réfléchir là-dessus, puis vous me donnez quelques éléments de réponse vite fait. Je reviens sur mon exemple. Je prends l'exemple, en fait, pour essayer de montrer, en fait, ce que je suis en train de dire. Nos pays voisins, certains des pays voisins, comme par exemple la Chine, qui est donc plus grand atelier du monde et qui nous apporte énormément d'aide. Il nous fait du bien là-dessus. Mais souvent, dans les matériaux de construction qui viennent avec dans notre pays, ils viennent construire et à l'espace de quelques années après, qu'est-ce que l'on constate? C'est parce qu'ils ont utilisé un matériel qui est normalement pensé, qui est normalement conçu pour être utilisé dans leur espace de vie, c'est-à-dire dans leur lieu de vie,
qui est totalement différent de notre milieu de vie à nous, qui est donc le milieu intertropical. Que se passe-t-il ici? Un volontaire pour donner une réaction? Qu'est-ce que vous constatez du moment où ces compagnies terminent le travail et puis à l'espace de quelques années ou bien quelques mondes après, par rapport au climat que nous on a, qu'est-ce que vous pouvez dire? Quelles sont vos observations par rapport à ces choses? Monsieur, Allez-y, Nazario. peut-être que chez nous, leur construction ne sera pas durable par rapport à chez eux. Pourquoi? C'est tout simplement à cause du climat, la température. OK, donc voilà, on peut approuver l'idée ou bien la réaction de votre camarade. C'est aussi simple à pouvoir comprendre. Nous, on est dans un milieu qui est donc intertropical. Et du moment où ces produits qui sont donc normalement conçus pour être utilisés dans leur espace, c'est-à-dire les lieux hors des tropiques, du moment où ils viennent utiliser ces matériels chez nous, ben, ils vont se dégrader vite fait. Okay? Parce que normalement, ils sont conçus avec un pH qui est propre à leur espace de vie, à leur milieu de vie, à leur climat. Et du moment où ils viennent avec chez nous, qui est dans un espace intertropical, mais ces constructions vont tout de suite perdre de leur originalité parce que quoi? Mais comme a dit votre camarade, parce qu'il y a un climat qui est tout simplement tempéré, humide. Et automatiquement, ces choses vont vite tout simplement se transformer. D'où l'explication de ce que nous sommes en train de voir. Du moment où il y a un climat qui est propice, pour que l'eau puisse décomposer les matières, elle participe vite fait et ça change vite fait et ça se transforme vite fait. C'est bon jusque-là? OK. Donc, voilà quelques exemples des corps qui peuvent très bien résister. Donc, on a parlé tout simplement du milieu tempéré. Donc, vous voyez, par exemple, là, un des paysages du milieu tempéré, vous voyez, ce sont tout simplement des chaînes de montagne qui vont, malgré les différents phénomènes naturels, elles vont tout simplement prendre beaucoup plus de temps pour pouvoir se décomposer. Okay? Regardez par exemple sur les crêtes, elles vont se transformer, mais ça prend beaucoup plus de temps. Pourquoi? Parce que c'est un climat tempéré. Autre exemple, c'est donc dans les milieux, par exemple, désertiques. On va souvent voir dans des images, par exemple, des paysages désertiques où il y a énormément de transformations qui vont donc se faire, mais ces transformations vont être beaucoup plus lentes. Ces changements de paysage vont être beaucoup plus lents parce que ce sont des milieux qui sont donc beaucoup plus secs, où il n'y a pas de forte pluie. Okay? Mais on va observer quand même qu'il y a des transformations de paysage, mais ça prend beaucoup plus de temps pour pouvoir totalement disparaître de la surface terrestre. Pourquoi? C'est parce qu'il y a l'absence de l'eau. Imaginez s'il y a une abondance de l'eau, ces espaces vont vite se décomposer. Autre exemple, voilà un des exemples que l'on va observer, par exemple, dans notre milieu de vie, un espace comme ceci. Parce qu'on a découpé, parce qu'on a abattu tous les arbres, parce qu'on a abattu les arbres qui retiennent normalement avec leurs racines les différents éléments à l'intérieur des sols, et qu'est-ce que ça fait? Du moment où ces espaces ne sont plus solides, elles vont se décomposer avec les arbres qui étaient à la surface à un moment donné, mais qui vont disparaître sous l'action de l'homme. Du moment où on arrache, on permet aussi à l'eau de rentrer. Et du moment où l'eau rentre, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle va, avec le taux d'acide que cet élément naturel elle a déjà, elle va creuser tout simplement ces différents espaces pour donner des paysages comme on peut observer sur l'image. D'où on va parler de l'érosion du sol. L'érosion du sol arrive pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons donc détruit des espaces
et nous avons permis à l'eau de rentrer à l'intérieur de ces espaces. Et du moment où l'eau rentre, elle va tout simplement défigurer. Elle va donc tout simplement transformer ces éléments naturels, transformer ces paysages, transformer tout simplement ces... Donc, on peut résumer l'influence du climat sur les produits de l'altération par le schéma suivant. Donc, vous avez un schéma ici qui permet un peu de reconstituer toute cette partie. Donc, vous avez sur cet espace-là, on a tout simplement des espaces qui sont donc des espaces tempérés. Donc, il y a différents endroits que l'on peut voir, les taïgas, les feuillus, les steppes, les ceintures désertiques. C'est quelque chose qui se passe, c'est un paysage que l'on va trouver, si vous voulez, dans le milieu tempéré. Okay? Après, l'autre ici, c'est les zones tropicales. La savane, forêt tropicale. Donc, si on constate, on regarde un peu les différents graphiques, regardez la température, par exemple, dans les espaces tempérés, elle monte. Et ensuite, elle va donc stagner, si vous voulez. Et si on regarde maintenant pour la partie de la pluie, là, elle monte un peu durant certaines saisons, ensuite elle redescend. Mais par contre, dans le milieu tropical, la pluviométrie montre que l'eau est en abondance. Donc, du moment où l'eau est en abondance dans un endroit, ça veut dire que l'eau va permettre des transformations aussi rapides dans cet endroit. Donc, après, il y a les détails qui viennent avec. Mais moi, j'aimerais tout simplement simplifier ici pour voir, en fait, du moment où il y a une bonne présence de l'eau dans un endroit, mais dans cet endroit aussi, il y aura beaucoup plus de transformations que dans les endroits qui sont moins assaisonnés. Donc, la formation du sol. Donc, on a vu un peu comment l'eau contribue tout simplement à modifier certains corps. Et là, la dernière partie que j'aimerais juste vite parcourir, je sais que c'est déjà midi, j'aimerais juste, si vous avez du temps, j'aimerais juste parcourir ça, c'est la dernière partie de cette séance. Si vous m'accordez un peu de temps, je peux le terminer, mais je reviens vers vous. Est-ce que ça vous va? Je peux terminer cette dernière partie. Ou bien, vous pensez qu'on doit nous... Est-ce qu'il y a des réactions de votre part? On continue, monsieur. OK. Merci pour la confirmation. Je vais juste terminer. Donnez-moi 5 petites minutes pour terminer cette dernière partie sur la formation du sol. Cette partie est très importante parce que ça va vous conduire directement sur... Donc, il y a l'idée de la transformation des différents corps qui existent, que ce soit naturel ou inventé par l'homme, produit par l'homme. Cette fois-ci, je vais m'intéresser à la formation du sol. Okay? Tous les éléments naturels qui vont donc se transformer vont tomber sur le sol. Maintenant, on peut donc se demander où est-ce que ces éléments naturels vont donc y aller à un moment donné. Donc, ils retombent dans le sol. Est-ce qu'ils vont disparaître? Donc, du moment où ils retombent dans le sol, peut-être qu'ils vont suivre un autre cycle. Okay? Parce que sur le milieu naturel dans lequel on vit, il y a toujours des cycles de vie. Quelque chose va donc naître, va donc apparaître sur la surface de la Terre. À un moment donné, elle va rester, elle va garder de son originalité. Avec l'effet des climats, avec l'effet de l'eau, avec l'effet de température, elle va disparaître, elle va retomber, elle va se décomposer, elle retombe, et ainsi de suite. Elle va réapparaître à un endroit, peut-être beaucoup plus lentement, mais ça va tout simplement former un cycle. C'est la raison pour laquelle j'aimerais partir sur cette dernière partie qui est donc la formation du sol. Donc le sol sur lequel l'on se trouve suit tout simplement un cycle de vie. Donc qu'est-ce que le sol avant tout? Je reviens sur des explications simples ici, que normalement tout le monde sait, et qu'il est intéressant quand même de revenir dessus. Le sol apparaît, s'approfondit et se différencie en strates superposées de cette idée, les horizons qui forment le profil pédagogique. Sur une coupe de sol, ces horizons se distinguent essentiellement les uns des autres par des critères. La couleur, okay? La couleur qui traduisent les variations en quantité et en nature des constituants organiques et des oxydes oxydiques de fer. Okay? Sur les surfaces ici, par exemple, la couleur elle va être beaucoup plus noircie.
Et du moment où on rentre à l'intérieur du sol, on va voir aussi qu'elle va changer de couleur. Okay? Donc, de textures qui traduisent des variations de composition granulométrique, et en 3, des structures qui traduisent la variation de mode d'assemblage des constitutions minéraux et organiques. Donc, tout simplement pour dire, pour faire simple, vous avez ici une coupe tout simplement de sol. Sur cet espace, pourquoi est-ce que à la surface, c'est beaucoup plus noir, on va dire? Tout simplement parce que c'est sur cette surface-là qu'il y a beaucoup plus de transformation. C'est sur cette surface où il y a les insectes qui transforment des éléments, que ce soit naturel ou fabriqué par l'homme. C'est la raison pour laquelle c'est parce qu'il y a transformation, parce qu'il y a travail sur cet espace est donc beaucoup plus foncé, noir foncé si vous voulez. En pleine forêt, par exemple, on va trouver que c'est cet espace-là qui est beaucoup plus noir. Mais du moment où on va creuser vers l'espace à l'intérieur, cette coloration va donc tout simplement changer. À la surface, c'est beaucoup plus résistant, c'est beaucoup plus dur. Et du moment où on passe à l'intérieur, ces espaces vont donc tout simplement changer de couleur parce qu'elles vont suivre aussi une transformation. Elles vont aussi se transformer, elles vont aussi se changer, elles vont suivre un système qui va leur permettre tout simplement de pouvoir changer et de pouvoir revenir, par exemple, à la surface par la suite. OK. Ces éléments-là sont donc protégés. Ces éléments sont donc protégés par certaines des organisations, tout simplement, internationales. D'où je veux en venir, c'est que on a vu ici qu'est-ce que le sol. On a vu tout simplement que du moment où on travaille le sol, ça prend beaucoup plus de temps pour pouvoir se renouveler. Okay? Si on revient sur nos traditions, notre manière de vivre, nos vieux, par exemple, dans les tribus, ils vont travailler un sol, ils sont obligés de le laisser en jachère pendant une certaine période pour que ça retrouve de sa valeur originale. Okay? Pourquoi on laisse un sol en repos? C'est parce qu'on veut tout simplement que cet espace soit beaucoup plus fructueux. Du moment où on va planter dessus, ça va nous permettre de pouvoir mieux récolter. Okay? Donc, un sol, du moment où on la travaille, on va permettre aussi une certaine transformation. On participe aussi à sa décomposition. Okay? C'est la raison pour laquelle on va les laisser en jachère. Okay? Et on encourage aussi, à travers des organisations internationales, comme par exemple ce que je vous ai affiché ici, certaines de ces organisations permettent aussi de dire qu'il faut protéger l'espace dans lequel on vit. Pourquoi est-ce qu'on doit protéger? Parce que si on détruit, on est en train de s'auto-détruire. On est en train de nous détruire nous aussi. Okay? Donc, c'est la raison pour laquelle, par exemple, si on revient à notre tradition, si on travaille un espace, on est obligé de la laisser en jachère pendant quelques années pour qu'elle retrouve de sa valeur originale et que ça nous aide par la suite à pouvoir planter nos cultures dessus. Si on continue à la travailler, on va la dégrader, on va la faire perdre de sa valeur première et petit à petit, elle va donc disparaître. Okay? Donc, ce qui revient à dire tout simplement sur cette dernière partie, qui va donc être ma conclusion, si on vient conclure sur l'idée de l'importance du sol, c'est que le sol doit être protégé continuellement. On doit protéger l'espace dans lequel on vit. Okay? On a vu tout simplement que dans l'espace dans lequel on vit, elle subit énormément de transformations parce qu'il y a une présence de l'eau, parce qu'il y a une présence de climat, parce qu'il y a une forte chaleur. Et pour pouvoir garder cet espace intact, pour que les générations futures puissent toujours en bénéficier, il est de notre devoir de protéger en fait l'espace sur lequel on vit. Il est de notre devoir de protéger l'environnement dans lequel on vit. Il est de notre devoir d'apprendre aussi
aux autres, c'est-à-dire aux petits, de savoir utiliser les différents sols. Un sol, comme nous pouvons le voir comme ceci, elle prend des millions d'années pour pouvoir redevenir comme elle est. Okay? Un sol n'apparaît pas du jour au lendemain comme un sol qu'on peut utiliser, par exemple, pour pouvoir faire de l'agriculture. Elle prend du temps. Mais du moment où nous, on contribue à sa désintégration, du moment où on contribue tout simplement à son transformation, elle va perdre elle va perdre de sa valeur pendant un temps qui est assez conséquent et assez important. Donc, ça veut dire tout simplement qu'on doit apprendre à pouvoir gérer les terres, on doit apprendre à pouvoir protéger les terres, et ainsi, on va permettre tout simplement à ce que la vie puisse continuer à exister sur Terre. Si on détruit, par exemple, les sols, si on détruit l'environnement dans lequel on se trouve, on s'autodétruit, c'est-à-dire on va détruire nous-mêmes aussi, parce qu'on a besoin de ces espaces-là. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là sur cette idée? Des questions, des réponses? Monsieur, Allez-y. il y a juste une question. La question, c'est de savoir combien d'années ou bien combien de temps on peut laisser le sol en jachère. OK. Ça dépend des espaces sur lesquels on vit. Mais normalement, une terre, pour pouvoir trouver sa qualité originale, on doit la laisser en jachère pendant un espace de 5 à 10 ans. Okay? 5 à 10 ans. 5 à 10 ans, on doit laisser, par exemple, on doit laisser une terre ou bien un espace qui est donc cultivé, par exemple, on doit le laisser en repos. Okay? Si on veut qu'elle retrouve sa qualité originale, on est obligé de la laisser plus de 5 ans. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit, entre 5 à 10 ans, on la laisse en repos et normalement, petit à petit, elle va retrouver sa qualité. Mais si on le transforme continuellement, cet espace, normalement, elle va perdre de sa qualité et on ne pourra plus... on pourra toujours cultiver, mais on aura des récoltes qui ne sont pas trop bonnes. Moins bonnes par rapport à lorsque la terre, elle était riche. Ça, c'est vrai, hein? Oui. D'accord, merci, monsieur. Donc, voilà, si je viens conclure sur cette partie sur la formation du sol, c'est tout simplement pour en rappeler en fait qu'on est dans un espace de vie. Nous, on est dans le milieu intertropical, c'est-à-dire entre les tropiques. C'est-à-dire on est dans un milieu où il y a de fortes pluies. On vit dans un milieu où il y a de forts changements climatiques. Si on ne protège pas notre milieu de vie, on va la perdre aussi par la suite. Okay? On a ces phénomènes naturels, on a ces éléments naturels qui permettent une certaine décomposition rapide. Donc, si on n'essaye pas de limiter, on va subir des conséquences par la suite. Si je reviens sur un exemple tout simple, regardez par exemple sur nos zones côtières. Certaines de nos zones côtières sont donc détruites parce qu'il y a bien sûr l'augmentation du niveau des mers, mais nous aussi, on a détruit certaines choses qui se trouvent sur les côtes. Par exemple, on a coupé certains arbres, on a transformé certains espaces. Donc, du moment où nous aussi, on contribue, là, on a les conséquences qui sont beaucoup plus importantes. Donc, ça veut dire que du moment où on veut faire quelque chose, on est obligé à chaque fois de réfléchir 2 fois de suite. Si ce que je fais, elle est bénéfique, si ce que je fais va permettre à ce que la génération suivante va toujours bénéficier de ce que nous, on connaît aujourd'hui, ou bien si je suis en train de détruire l'avenir tout simplement du pays et des futures générations qui vont donc venir. Parce que on est conscient en fait qu'il y a ces éléments naturels-là qui composent notre espace de vie aussi rapidement. Ça va, c'est assez clair pour tout le monde jusque-là?
Oui, monsieur, merci. OK. Donc, voilà, j'ai terminé sur cette partie, cette séance de cours qui concerne tout simplement l'altération qui est un phénomène naturel qui est tout simplement accentué par la présence de l'eau et qui est fait par le biais de l'eau. Ce qui va donc m'amener à un autre exercice que je poserai d'ici la fin de la journée ou bien demain sur Moodle que vous aurez à compléter. Donc, pour aller dessus brièvement en l'espace de 2 petites minutes, il y a un petit exercice que vous aurez donc à compléter et que j'aimerais en fait que chacun puisse le faire. Premièrement, c'est de me faire un schéma. Sur ce schéma-là, vous allez parler tout simplement du cycle de transformation, par exemple. Okay? Vous allez me parler du phénomène tout simplement de la formation des roches. Okay? Vous imaginez, je vais mettre les détails par la suite, mais là j'essaie de dire vite fait. Ce que j'aimerais, vous allez me faire pour un peu présenter tout ce que nous avons vu jusque-là, pour montrer en fait que vous avez compris. J'aurais besoin que vous me faites un schéma sur la formation en fait des roches. Comment est-ce qu'une roche se forme et comment elle va s'altérer, détruire sous l'effet de certains éléments naturels qu'on a mentionnés à travers le cours, et comment est-ce que petit à petit, cette matière qui va se décomposer va retourner dans le sol, et comment est-ce qu'elle va suivre, quels sont les différents phénomènes naturels qu'elle va subir, pour par la suite revenir à la surface de la Terre. Donc, il faut qu'il y ait un cycle. Okay? Et si vous m'avez suivi sur cette séance de cours, je vous ai dit tout simplement que toutes les matériels, tous les systèmes qui sont autour de nous suivent en fait un cycle de vie, une rotation. Et ce que moi j'aimerais que vous commenciez à penser et que je mettrai les grands signes aussi d'ici la fin de cette journée ou bien voir demain matin, ce que j'aimerais, c'est que vous me produisez un schéma sur en fait le cycle en fait de la formation du roche, et vous allez me faire le schéma dans un premier temps avec des éléments simples, clairs, et vous aurez à me mettre une petite explication sur ce schéma. Je mettrai les détails par la suite sur la partie activité. Est-ce que c'est clair pour le monde ce que j'aimerais, je compte vous donner comme exercice? Un schéma plus une explication. Et les détails, je vous donnerai par la suite, d'ici la fin de la journée, sur Moodle, les consignes qu'il faudra suivre. Un schéma plus explication. Ça va pour tout le monde, ça sera notre deuxième exercice qui sera donc aussi à me soumettre et à noter. Donc, si vous faites les deux, pardon, vous aurez juste 2 derniers. Après, c'est bon. Estelle? C'est clair, monsieur. OK. Ben voilà, je ne veux pas prendre trop de temps là-dessus. S'il n'y a pas d'autres questions, d'autres réactions, je tiens juste à vous remercier pour ceux qui sont connectés, qui ont fait l'effort de se connecter. Pour ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, M. Kalsin mettra l'enregistrement en ligne par la suite. Et on se donne rendez-vous pour demain pour la suite des séances de cours. On a là presque dépassé la moitié des séances de cours. Il nous reste encore 3, 2. Et puis après, normalement, je compléterai ceci. Donc, vous avez un premier exercice qu'il faudra rendre. Le deuxième exercice, c'est donc ceci, mais je mettrai les consignes, comme ça va être beaucoup plus clair. Mais pensez-y déjà, ce qu'il faudra faire, c'est tout simplement un schéma avec une explication qui va avec. Je vous dirai combien de mots que j'aimerais. Ça tournera autour tout simplement de l'explication. Encore une fois, pour ceux qui sont encore là avec moi, je ne veux pas de copier-coller sur Internet. Vous pouvez vous inspirer des idées, mais il faut que ce soit vos idées. Comment vous vous expliquez avec vos mots, avec votre vocabulaire. Et c'est ce que moi j'ai envie de voir pour montrer en fait que vous avez compris les différentes notions qu'on a donc vues ensemble. Et ainsi s'achève notre séance. Merci à vous. Bon appétit. Et puis on se dit à demain.
Merci, monsieur. À demain. À demain. Merci. Merci, monsieur. Demain. Pardonnez-moi. Merci, monsieur. À demain.